chansons comme on les aime au Proche-Orient, où certains d'entre nous ont connu un Proche-Orient où il faisait bon vivre, où il faisait multiculturel au vrai sens du terme, où il faisait tolérance et vivre ensemble au vrai sens du terme. Et malheureusement, en ce moment, depuis quelque temps déjà, hélas, le vivre ensemble s'est transformé en mourir ensemble. Ce qui est quand même affreusement triste et plus que ça d'ailleurs, et voilà. Alors depuis hier, on nous parle que Alep effectivement est tombé. Une coalition de rebelles et de djihadistes anti-Bachar el-Assad, coalition tenue par la Turquie, s'est emparée d'Alep et de certaines villes. Et alors il y a des guerres en ce moment, il y a en tout cas des affrontements extrêmement forts. Qu'est-ce qui se passe à Alep ? Eh bien on va en parler et comment c'est présenté d'ailleurs ici et ailleurs. On va en parler avec bonjour Pierre-Alexandre Bouclé. Bonjour André. Vous êtes président de Radio Courtoisie, ancien grand reporter à Valeurs Actuelles. Et bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour André Berkoff. Directeur général de SOS Chrétien d'Orient. Tous les deux, on vous reçoit toujours avec plaisir. Alors, Benjamin Blanchard, vous étiez il n'y a pas longtemps au Liban. Et en Syrie d'ailleurs. J'avais enchaîné les deux. Et en Syrie, absolument. Alors, quelle est la situation, puisque vous étiez là-bas ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, qu'est-ce qui a déclenché ça et qu'est-ce qui se passe ? Alors, je crois que tout ça a été déclenché suite à la guerre israélienne au Liban, qui a eu pour conséquence, c'était l'objectif tout à fait clair, ou en tout cas un des objectifs, d'affaiblir le Hezbollah et l'Iran. Et il se trouve que le Hezbollah et l'Iran avaient un rôle essentiel dans la défense d'Alep, puisque les Russes sont présents, mais surtout avec leurs avions et leur artillerie. Mais au sol, c'est l'armée arabe syrienne où c'était l'armée arabe syrienne et le Hezbollah et l'Iran. Et il semble bien que le Hezbollah et l'Iran aient considérablement amoindri leur présence sur le terrain, puisque lorsque nous avons vu mercredi soir, Benjamin Netanyahou annonce le cessez-le-feu et annonce dans son discours que Bachar el-Assad a joué un jeu dangereux et qu'il va payer. 2 heures après, l'offensive commence, avec des gens très bien armés, avec des uniformes tout neufs, donc depuis la poche d'Idlib, qui était sous couvert turc. Il y avait un cessez-le-feu entre la Turquie et la Russie. Là, le cessez-le-feu est rompu, ils attaquent, et en fait, à partir du lendemain, l'armée est partie complètement en débandade. Les soldats ne se sont pas battus, ils se sont mis à courir. Et en fait, Alep est tombé sans un coup de feu pratiquement. C'est ça. Alors, ça rappelle des souvenirs. Mossoul, par exemple, Mossoul ou Sud-Vietnam pour les plus anciens. Oui, mais ce qui est étonnant quand même, c'est que on avait l'impression que le régime, on peut penser ce qu'on veut, il y a beaucoup de choses à dire sur le régime Bachar el-Assad, qui n'est pas l'exemple de la démocratie la plus pure, c'est le moins que l'on puisse dire, mais on pensait qu'il tenait solidement ses positions et l'armée qui s'en va. En fait, André Berkoff, on dit souvent, à mon avis à tort, que les sanctions ne servent à rien. Et je crois que sur le long terme, et là aussi l'histoire nous l'a souvent montré, que les sanctions ont une capacité d'affaiblir un pays en profondeur. Alors au début, ça ne se voit pas, mais ça use terriblement. Et là, on parle de 10 ans de sanctions. Ça fait depuis... Notamment de la France d'ailleurs. Voilà, et des États-Unis. Depuis 2019, les combats les plus durs étaient arrêtés. Donc on peut dire que la guerre avait en quelque sorte cessé. Mais par contre, la guerre économique s'est encore renforcée avec des sanctions toujours plus dures. Et ça a usé la population, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Quand j'y étais il y a 3 semaines, j'ai senti cet épuisement moral, etc. Misère économique, misère... voilà, et puis de se dire qu'en fait on ne s'en sortira jamais. À quoi ça sert de se battre si de toute façon rien ne peut changer parce qu'on est étranglé, etc. Et démotivé aussi. Et voilà. Parce que l'armée syrienne me semble vraiment arriver au bout de ses forces. Ça fait 10 ans effectivement, comme le disait Benjamin Blanchard, mais c'est une armée qui gagne des salaires de misère, qui est malheureusement pour elle contrainte à une certaine corruption. Il y a quand même eu beaucoup de corruption. On le voit quand on va au Liban ou en Syrie, il y avait beaucoup de checkpoints où on se faisait arrêter, non pas pour vérifier votre identité et voir si vous étiez quelqu'un de dangereux, mais pour vous demander un peu d'argent. C'est ça la réalité. Et à la fin, je pense aussi que ces soldats, seuls finalement, parce que pourquoi ils ont tenu, c'est parce qu'il y avait effectivement ces groupes du Hezbollah qui tenaient sur le terrain et l'aviation russe. Maintenant, les Russes sont occupés avec la guerre en Ukraine. Le Hezbollah a été occupé avec le conflit israélien, et ils sont complètement démantelés. Et l'occasion était absolument propice pour les groupes islamistes soutenus par la Turquie et peut-être effectivement avec l'influence ou la bienveillance en tout cas d'Israël et des États-Unis, de frapper un grand coup. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement... Et face à une structure qui est devenue un château de cartes
Oui, c'est ça, et qui ne tient plus. Et la guerre des autres continue, que ce soit au Liban ou en Syrie, où la Turquie, la Russie, Israël, les États-Unis, la France continuent à jouer. Et là, le gouvernement Assad, enfin la Syrie Assad, fait penser à une espèce de bâtiment en bois, une termitière complètement bouffée par les termites, et il reste plus qu'à souffler et à pousser, et ça s'effondre. C'est malheureusement. Alors nous avons aussi, et je remercie d'être là, bonjour Tadej de Silzevich. Oui, bonjour André. Bonjour. Écoutez, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et gérant de Tadej, Pays du Levant. Vous êtes importateur de produits artisanaux et de savon d'Alep, et vous êtes mécène de l'ONG Baroudeurs de l'Espoir. Mais je voudrais savoir, vous connaissez Alep depuis, je crois, plus de 30 ans. 35 ans, c'est ça? Exactement. Et je suis arrivé pour la en 90 comme étudiant avec Fabrice Valence. Je crois que vous le connaissez aussi parce qu'il vient. Voilà, il a une grande connaissance, il était tous les deux géographes. Lui a continué dans la géographie puisqu'il est professeur agrégé, et aujourd'hui, voilà, il connaît particulièrement le dossier géopolitique syrien, et j'ai toujours beaucoup apprécié son analyse très factuelle, et voilà. Et alors, comment vous réagissez justement à ce qui se passe aujourd'hui à Alep? Enfin, vous avez déjà, c'est pas nouveau, hein, il y a eu toute la guerre depuis 2011, 2010, etc. Et vous êtes français, vous travaillez là-bas, je suis français, je travaille, voilà, et je fais des allers-retours, et j'ai une entreprise là-bas. Oui. On a même une société là-bas, on a une carte de travail, j'ai une carte de résident. Je fais des allers-retours, et j'y ai passé, l'année dernière, j'ai pratiquement passé 8 mois là-bas. Vous voyez, donc 10 mois, oui, donc vous connaissez. Voilà, et j'ai vécu là d'une manière, j'étais complètement assommé, abasourdi, parce que j'y étais il y a 3 semaines, j'étais là-bas. Ma femme devait y être samedi matin, figurez-vous. Son avion a été reconduit vers Damas, et je l'ai prié vendredi soir, quelques minutes avant qu'elle monte dans le taxi pour l'aéroport, de ne pas partir. Parce que voyant la situation se dégrader si vite à Alep, je l'ai prié de ne même pas aller à Damas. On devait aller. Mais Tadej Silzevich, alors vous n'avez pas tenu compte de l'embargo. Pardon. Non, mais l'embargo, il ne nous concerne pas. Il ne concerne pas il ne concerne pas des produits artisanaux. Il concerne des biens. Il concerne davantage, je dirais, des biens qui concernent directement, les personnalités syriennes qui sont sous le contrôle. Vous savez, qui sont ce qu'on appelle ça des monopoles, en fait. Hein, voilà. Et comment est-ce que vous avez vu ça fait maintenant 15 ans presque tout cela dure, et là on voit ce qui se passe, mais comment vous allez faire maintenant? À votre avis, la situation peut bouger ou pas? Oui, elle a beaucoup évolué en l'espace de 48 heures. Je ne vous cache pas que, j'ai partagé la stupéfaction de tous nos amis sur place, qui ont été complètement abasourdis, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la guerre à Alep, et Benjamin disait très justement, elle a duré 4 ans. Je la compare au siège de Stalingrad, mais on en a peu parlé. Mais les Alepins ont reçu des bombes, mais elle n'a pas duré que 4 ans. C'est-à-dire qu'après la libération en décembre 2016, les rebelles ont continué de bombarder Alep jusqu'en 2020, jusqu'aux actes de 2020 d'Astana. Donc, il y avait des tirs de mortier. Moi, ma femme, c'est arrivé une fois, rencontrer quelqu'un le matin, l'après-midi, elle apprenait ça. Parce qu'en prenant son café, il y avait un mortier qui est tombé des rebelles sur la place de terrasse, quoi. Donc ça a été l'insécurité depuis là. Et quand vous dites vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste? En fait, je suis à l'endroit au but. Je suis la première des choses que je voudrais souligner là, c'est que ça s'est fait. C'est une surprise mais incroyable. Je dirais que c'est presque plus terrible qu'un tremblement de terre. Le tremblement de terre qui avait fait en février 2022. C'est presque plus terrible parce que derrière, on n'a pas de perspective à trembler. On sait que ça va finir par s'arrêter. Là, on se dit, mais attendez, quand on a vu les horreurs qui se sont passées pendant la guerre, et la haine et les rivalités, les tensions ethniques, religieuses, enfin bref, la radicalisation, et toutes ces atrocités qui ont été commises, on se dit, bon, ça y est, on recommence, ça repart là. Et donc, pour une population civile qui a payé le prix de la guerre, comme le disait le père Jacques Mourad, pour reprendre, moi j'ai beaucoup aimé, qui est venu Monseigneur Mourad, maintenant, qui est l'évêque de syro-catholique de Homs, qui dit, nous, on ne vit pas, on est isolé, on est séparé du monde, on est devenu très pauvre, on ne mange pas bien, pas ce qui est nécessaire pour être en bonne santé. La plupart des gens dans la population tombent malades.
les soins deviennent hyper chers parce qu'il n'y a pas d'importation de médicaments et de matériel médical nécessaire. Après, les gens qui n'arrivent pas à se soigner, ils meurent. J'ai trouvé ces mots d'une exactitude pour vraiment qualifier ce qui se passe en Syrie, c'est très juste. Et les Syriens qui subissent ça, un peu comme les Libanais, qui depuis 75 font subir la guerre avec la banque libanaise, avec l'explosion du port de Beyrouth, et maintenant la guerre à nouveau, mais ils sont dans le coma, ils sont complètement anéantis, si vous voulez. Et il y a ça qui nous tombe dessus. Donc, mais ils étaient dans un état d'angoisse, et les seuls qui sont partis, en fait, ce sont ceux qui étaient dans les quartiers ouest quand il y a eu l'invasion. Et puis après, toutes les autorités, et qui sont même partis parfois 24 heures avant. Oui, mais oui. Tadeusz Lizewicz, restez avec nous. Je voudrais justement parler de cela avec Benjamin Blanchard et avec Pierre-Alexandre Bouclé. Alep était une ville multiculturelle et multireligieuse, multiconfessionnelle. Où en sont actuellement les chrétiens là-bas? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Pas qui veut répondre. Benjamin. Écoutez, avant la guerre, on parlait de 150 000 à 200 000 chrétiens à Alep, donc avant 2011. À Alep, juste à Alep. Aujourd'hui, avant 2011. Aujourd'hui, on était entre 20 et 25 000. Là, depuis vendredi, c'est l'exode. Nous voyons, ça a été des centaines de milliers de personnes qui ont fui. Moi, je vois mes collaborateurs. Il y en a qui ont mis 26 heures pour arriver à Damas, parce que tellement il y avait de voitures, tellement c'était bloqué dans tous les sens. C'était le chaos. Je ne sais pas aujourd'hui combien de chrétiens restent à Alep, mais j'espère qu'il en restera encore moins bientôt, parce que c'est très dangereux. Nous, pour l'instant, les nouvelles autorités font assaut de discours lénifiants et bienveillants, mais nous savons ce qu'il en a été à Raqqa, nous savons ce qu'il en a été à Mossoul, et nous savons ce que ce même groupe a fait à Idlib. Il dirige Idlib depuis 2015, et nous savons ce quel a été le sort des chrétiens à Idlib, c'est-à-dire un sort de dhimmi. Alors effectivement, ils ne les ont peut-être pas massacrés, etc., mais ça a été... C'est une vie qui n'est pas enviable. Dhimmi égale citoyen de seconde zone. Exactement, c'est une vie qui n'est pas enviable du tout. Et là, pour l'instant, moi, je conseille à tous mes amis, ceux qui n'ont pas pu partir jusqu'à présent, de partir dès qu'ils le pourront. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Il y a des combats sur la route du désert, qui est la seule qui était encore ouverte. Mais la situation est bien sûr extrêmement inquiétante. Et je crains, hélas, que l'avenir des chrétiens à Alep soit très sombre. Ouais. Et puis, on se demande aussi l'avenir du régime. Pierre-Alexandre André Berkoff, oui. J'avais rencontré l'an dernier un prêtre qui venait d'Idlib, qui circulait un peu confidentiellement en Syrie, et il m'avait raconté justement le quotidien des chrétiens dans cette zone d'Idlib. Donc Idlib, c'est cette zone tampon entre la Syrie gouvernementale actuelle et la Turquie, et où ont été acculés tous les djihadistes à la fin de ce qu'on pensait être la guerre en Syrie, donc vers 2017. Et il racontait vraiment, ce sont des tonnes de petites factions, de petits groupes, à moitié criminels et à moitié islamistes, qui font régner en fait une terreur constante, ou qui s'adoucissent en fonction de leurs intérêts particuliers du moment et de leur rivalité avec les autres groupes islamistes. Etc., avec tout, quoi. Corruption sans arrêt, soumission, brutalité ou assouplissement. Et en fait, ce qui fait que les gens, les chrétiens notamment, qui sont obligés de se plier aux lois de ces criminels islamistes, criminels au sens criminel de droit commun, et en plus islamistes, eh bien, vivent dans une insécurité permanente. Et alors, j'aurais bien aimé, si on a 2 minutes, quand même rappeler cette une du Monde d'hier, qui me semble un scandale de presse. C'est-à-dire que le Monde titrait « Syrie, la grande ville d'Alep, échappe au contrôle du régime de Bachar el-Assad après l'offensive de groupes islamistes radicaux ». Et là, dans ce titre, tout est concentré, à mon avis, dans l'incompréhension totale de la presse française face à ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire, échappe au contrôle du régime de Bachar. Là, comme si c'était une joie de tomber sous la coupe des islamistes. Enfin, c'est de la folie. Même si on peut dire beaucoup de choses sur ce régime, oui, dire que c'est une victoire, c'est quand même c'est horrible. Et alors, les groupes islamistes radicaux, c'est la vieille sérénade sur les groupes islamistes modérés et les groupes islamistes radicaux. Et on va nous sortir bientôt les rebelles, on nous le sort déjà, toute la presse française, à part Sud Radio et Radio Courtoisie et quelques autres. Et l'Humanité. Et l'Humanité. Écoutez, oui. Parle des rebelles. Ce ne sont pas des rebelles, en fait, ce sont des groupes islamistes armés, extrêmement dangereux. Pas dire n'importe quoi. On va continuer d'en parler juste après cette petite pause. À tout de suite.
Et nous sommes toujours avec Pierre-Alexandre Bouclet, avec Benjamin Blanchard pour parler, et avec Tadej de Slizevich pour parler de la situation en Syrie. Vous savez, on a toujours l'impression que ce qui est extraordinaire, c'est que on se dit oui, ça y est, c'est un peu stabilisé, et puis au moment où ça tend le moins, où les observateurs, vous avez parlé de certains journaux, on parle d'autres journaux, qui ne voient même pas ce qui se passe et qui disent « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ?» etc. Et on voit très très bien que c'est en surfusion et qu'au fond, la moindre faille, le moindre interstice permet à l'adversaire d'y aller. Oui, et c'est vrai que les grands médias, les médias dominants, nous ont affirmé pendant des mois que le Hezbollah, c'était égal à Daesh et Al-Qaïda. Et en fait, voilà que ces mêmes groupes successeurs d'Al-Qaïda attaquent l'armée syrienne et le Hezbollah. Et là, maintenant, on n'a plus que nos larmes pour pleurer. Et en fait, moi, ce que je trouve absolument fantastique, je n'oserais pas dire génial, c'est que depuis 25 ans, on nous répète, donc après l'Irak, après la Libye, après l'Afghanistan, on nous répète, oui, nous avons compris, nous ne referons pas les mêmes erreurs. Mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose et à chaque fois, on recommence. Et là, en fait, pour satisfaire en fait, la folie guerrière à la fois du Hamas et du cabinet israélien, qui sont dans une surenchère permanente, et ben en fait, on a mis le feu à toute la région. On a porté Al-Qaïda aux portes, ou les successeurs d'Al-Qaïda aux portes du pouvoir en Syrie, et au risque de provoquer une vague migratoire absolument colossale vers l'Europe. Mais vous ne croyez pas que le Hezbollah, quand même, a commis, disons, en dehors de tout jugement de valeur, une erreur assez tragique en emboîtant le pas au Hamas. Évidemment. En disant évidemment. Nous allons la guerre sainte, etc. Évidemment, mais c'est aussi le rôle, je crois, des observateurs étrangers ou des puissances internationales d'essayer de modérer et de calmer le feu et non pas de jeter de l'huile sur le feu. Et là, avec la dernière guerre au Liban, je crois qu'on a, en tout cas Israël a jeté encore de l'huile sur le feu. C'est peut-être dans leur intérêt, mais je ne crois pas que ça soit dans notre intérêt à nous, Européens, parce que si vague d'immigration elle n'ira ni vers les États-Unis ni vers Israël. Elle ira vers l'Europe. Comme d'habitude. Et en parlant de courte vue, André Berkoff, je pense que aussi bien Israël que Bachar el-Assad ont eu une courte vue sur les risques qu'ils encouraient et qu'ils faisaient encourir à la région. Nous, on devrait réfléchir aux risques que nous encourons, parce que ce qui se passe maintenant là-bas risque demain d'arriver chez nous. Je suis désolé d'avoir à le souligner, mais les rebelles modérés, ce sont les mêmes qui ont rafalé les terrasses à Paris, qui ont rafalé au Bataclan et qui peut-être un jour vont encore arriver chez nous dans des bastions qui sont en train de créer. Qu'on appelle les rebelles modérés. Juste un mot, effectivement, et de savoir ce qui peut se passer. On l'avait dit en 2015 déjà. Bien sûr, et on avait vu Bachar el-Assad ensemble. Tadej de Slizevich, vous entendez ce qui se passe. Vous allez continuer à aller à Alep, vous allez continuer vos affaires. La question bien sûr est très juste, et c'est la question. En fait, nous, c'est notre activité principale, l'importation du savon d'Alep de Syrie et de quelques-uns d'autres produits de l'artisanat. Aujourd'hui, la Syrie est coupée en deux, et comme le disait, on passe d'un régime laïque d'un gouvernement laïque à peut-être un régime chariesque, comme on dit. C'est très inquiétant, mais il faut quand même mesurer le propos là sur l'heure actuelle, pas sur les perspectives. Là, je vois Alexandre et Benjamin parler sur des perspectives, et je vais pas les contredire. C'est vrai que on peut être inquiet. Ils veulent, ils sont à la fois, c'est à la fois le retour des sunnites en Syrie. Il faut savoir quand même que la Syrie est à majorité sunnite, ça c'est une première chose, et puis qu'il y a eu que la guerre, que les sanctions, comme le disait Benjamin, mais qu'aussi malheureux le gouvernement aussi est responsable et coupable de certaines choses. Bien sûr. Il faut pas extraire le régime de ses turpitudes. Mais nous, pour en revenir, on va essayer. Moi, la nouvelle que j'avais, nous, on a notre atelier, vous voyez, qui se trouve dans la plus vieille zone industrielle, qui a été l'objet de combats dingues. Et on a du reste, le bâtiment dans lequel on est, notre rez-de-chaussée, était sur 4 étages. C'est un espèce de gros blocos en béton. Il n'a pas été touché jusqu'ici. Il n'a pas touché, mais il est sur la ligne de front entre les Kurdes et les rebelles. Et les djihadistes. Tadej, j'espère en tout cas. Voir notre entrepôt qui soit la cible justement du feu. Il est dans le no man's land, et on a appris ce matin que finalement il y avait eu des accords qui ont été passés et que les Kurdes vont se retirer. Donc le seul quartier qui était résistant, puisque l'armée a disparu, le seul quartier qui était résistant et qui avait qui se protégeait, c'était le quartier kurde, et donc notamment notre zone avait été englobée dedans.
et elle était en périphérie de ce quartier kurde. Eh bien, écoutez, Tadej, je vous souhaite effectivement, je souhaite d'abord à tout le pays, effectivement, c'est un vœu pieux, encore une fois, de retrouver un semblant. C'est vrai que quand on était en Syrie, on voit c'est terrifiant, enfin un peu partout, de voir à quel point ces choses sont comment dire, renforcées, et que ça devient ces pays, Syrie, Liban, que nous avions connus, enfin que moi j'ai connus il y a quelques décennies, qui étaient des havres de paix, deviennent ce qu'ils deviennent. Voilà, et on va continuer d'en reparler. Merci Pierre-Alexandre Bouclet, merci Benjamin Blanchard, et vous revenez quand vous voulez pour parler de la situation.